Elle est passée totalement inaperçue après les attentats de Paris. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées a été une des nombreuses victimes collatérales de la barbarie terroriste. À La Réunion, mardi dernier, une manifestation qui devait être ouverte au public a été transformée en réunion technique, mais le sujet est évidemment trop important pour qu'il disparaisse totalement du débat, car pour les personnes handicapées, il n'y a pas un jour sans que les conséquences de ce handicap ne rejaillissent sur la vie quotidienne et donc sur la vie au travail. Comment poursuivre son activité professionnelle quand on se retrouve en fauteuil roulant? Les personnes handicapées connaissent-elles bien les aides auxquelles elles ont droit? Les entreprises font-elles des efforts pour les intégrer? Quelles sont les structures existantes? C'est dans l'actu ce mardi sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et vos questions au 02 62 99 2000. On attend également vos contributions par SMS au 06 92 608 335. Pour Twitter, il y a le hashtag CD à la première. Et puis la page Facebook, c'est dans l'actu. Nos invités, ils sont 4 ce midi pour parler de ce sujet. Didier Tarby, bonjour. Vous êtes président de l'association départementale handicap moteur de La Réunion. Catherine Vigneault, déléguée régionale de l'AGFIP, bonjour. Bonjour. L'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, ça concerne le secteur privé. Et Anne Foucault, qui s'occupe, elle, du côté fonction publique, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée interrégionale handicap pour le FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, donc dans la fonction publique. Et puis Christian Tessier, directeur d'un ESAT, bonjour. Bonjour. Un établissement service d'aide par le travail à Saint-Paul, l'établissement Edmond Albius. Alors à La Réunion, il y a plus de 19 000 travailleurs handicapés. C'est un statut à part pour ces titulaires d'une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est comme ça qu'on dit. Vous en faites partie, Didier Tarby. Est-ce que vous avez galéré pour garder votre travail ou en trouver un? Pour en trouver un surtout, parce que moi, à l'origine, j'ai fait une formation de menuisier ébéniste. Et après, au vu de mon état de santé, après l'obtention du diplôme, j'ai été obligé de me reconvertir dans autre chose. Ce qui fait que j'ai été reconnu travailleur handicapé et j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. Les patrons vous disent qu'ils veulent pas s'ennuyer avec quelqu'un d'handicapé parce que le rendement et tout ça, pour eux, on n'a pas le même rendement qu'une personne valide. Donc après, je me suis lancé dans la vie associative pour défendre les personnes en situation de handicap et c'est par ce biais-là que j'ai pu obtenir un travail dans une collectivité dans l'Est. Vous travaillez, on peut le dire, vous travaillez à Saint-Benoît. À la mairie de Saint-Benoît. Et du coup, avec ce nouveau rôle, ce nouveau travail, vous faites attention aussi à l'intégration des personnes handicapées. Oui, disons que c'est mon travail à la mairie de Saint-Benoît, parce que je suis référent du handicap à la mairie de Saint-Benoît et je m'occupe de l'insertion des personnes handicapées, ainsi que les travailleurs, les agents qui dû à une maladie et un truc comme ça, deviennent en situation de handicap. Et donc vous êtes confronté à cette question au quotidien. Vous nous direz un peu comment ça se passe dans le privé. Catherine Vigneault, oui. Combien de personnes sont reconnues travailleurs handicapés? Alors, peut-être si on est sur des chiffres, une petite précision, les 19 000 personnes dont vous avez parlé tout à l'heure, ce ne sont pas que des salariés handicapés, ce sont 19 à 20 000 personnes qui sont identifiées comme étant des personnes handicapées par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Si vous voulez qu'on parle de l'emploi salarié dans le secteur privé, moi je peux vous donner les derniers chiffres qui sont parus sur ce qu'on appelle le quota des 6%, parce que les entreprises de plus de 20 salariés ont une obligation d'emploi. Les entreprises de moins de 20 salariés n'ont pas une obligation d'emploi, donc les chiffres des personnes handicapées dans les entreprises de moins de 20 salariés ne sont pas connus. Donc, on suppose, à juste titre, qu'il y a aussi des salariés dans les petites entreprises. Donc, pour les entreprises de plus de 20 salariés, il y a 611 établissements qui sont assujettis, qui doivent avoir 6% de personnes handicapées. Donc, ces entreprises emploient environ 4000 salariés. Alors, il y en a 60% qui emploient au moins une personne handicapée. Donc, vous voyez que c'est quand même un taux assez important. Et il y en a 30% qui ont le quota de personnes handicapées. Voilà. Alors, il y a 40% des entreprises qui doivent faire des efforts. C'est un peu plus qu'au niveau national. Au niveau national, les chiffres sont un peu meilleurs, mais
ce qu'on peut constater, c'est que c'est en progression. Tout ça, ce sont des chiffres qui sont en évolution positive. Donc à La Réunion, les employeurs se mobilisent pour l'embauche. Si on peut parler du maintien ensuite, je vous donnerai d'autres éléments. Mais pour l'embauche, il y a une progression. Les employeurs se mobilisent. De plus de 20 salariés se mobilisent. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les salariés ? Alors, l'accès à l'emploi, ça présente une difficulté pour les employeurs et pour les salariés différente. Mais il y a quelque chose qui se rejoint, qui est commun aux deux, c'est la représentation négative. C'est-à-dire qu'on a encore des employeurs qui ont une représentation négative du travail qui peut être fait par une personne handicapée. Problème de rendement, monsieur l'a dit tout à l'heure, problème d'absence lié à la maladie. Et puis on a un problème de représentation également chez les personnes handicapées de ce que ça peut être le travail dans une entreprise. Trop contraignant, on ne va pas prendre en compte ce que je suis. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça évolue parce qu'aujourd'hui, on a aussi dans notre vie à tous culturelle accès à des informations ou alors à des évolutions. Si on regarde les films comme Intouchables ou La famille Bélier, par exemple, contribuent beaucoup à banaliser, mais d'une manière positive. Et à changer l'image de la personne handicapée. C'est très important. Ça. Comme on dit, qui est autrement capable. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est une difficulté, mais en fait la difficulté majeure pour le public handicapé qui cherche un emploi, c'est qu'il est plutôt d'un faible niveau de qualification et il reste longtemps demandeur d'emploi. Ici à La Réunion, les personnes handicapées restent plutôt 1200 jours comme demandeur d'emploi, alors que le tout public, c'est 1 an, 300 jours. Donc, c'est 3 fois plus long pour une personne handicapée de retrouver un travail que pour un demandeur d'emploi valide. Ces difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans le secteur privé, j'imagine que c'est la même chose dans le public, Anne Foucault. La question du regard, elle est la même partout, qu'on soit un employeur public, un employeur privé, qu'on soit une personne handicapée qui cherche un emploi dans une entreprise privée ou dans une collectivité locale. Et elle est le même quand le handicap survient au cours de la vie ou au cours d'une carrière. La question du regard, elle est essentielle et on doit tous agir dessus, effectivement. Alors, si vous voulez que je fasse le point sur les chiffres comme ma collègue l'a fait, il se trouve que à La Réunion, donc l'ensemble des fonctions publiques, on parle là des centres hospitaliers publics, on parle des collectivités locales et des services déconcentrés de l'État. La préfecture, par exemple, le rectorat, on est à peu près à 40 000 fonctionnaires. On va bientôt atteindre les 2000 personnes en situation de handicap au sein de ces effectifs. Globalement, pour revenir sur le taux de 6%, qui est donc l'obligation fixée par la loi. Dans la fonction publique à La Réunion, on atteignait l'an dernier, on est en train de calculer les nouveaux chiffres. Je ne peux pas encore vous les donner, je n'en dispose pas. On est à peu près à 4,10. Sur l'ensemble du territoire français, on est à 4,9. Donc La Réunion n'a pas à rougir, mais on voit bien qu'il y a encore une marge de manœuvre. Un petit effort à faire, oui. Oui, non, par contre, voilà. Je vous ai coupé. Et donc aussi bien sur la question du maintien dans l'emploi, mais les employeurs publics aujourd'hui se sont véritablement emparés de ce sujet. Ils travaillent. Nous faisons en sorte, nous, organismes financeurs, mais aussi organismes qui tentons d'apporter des solutions et des partenariats, nous faisons en sorte de leur apporter des possibilités, des outils, des acteurs qui vont les aider à mieux répondre aux besoins de ces personnes handicapées. Et puis nous essayons aussi, et c'est conjointement là, AGFIP, FIP et HFP, conjointement public-privé, nous essayons de trouver des pistes pour permettre d'apporter des solutions à cette double problématique de recherche d'emploi et de problématique de formation. Et parmi les belles solutions, il y a l'apprentissage. Il y a l'apprentissage, il y a aussi les ESAT, ce sont ces établissements, donc établissements et services d'aide par le travail. Vous dirigez celui de Saint-Paul, l'ESAT Edmond Albius, Christian Tessier. Quelle est la particularité de cet établissement ? Donc effectivement, je dirige l'ESAT Edmond Albius à Saint-Paul, donc qui est géré par une association qui s'appelle l'ALEFPA. Aujourd'hui, je parle au nom du réseau des entreprises et des ESAT de La Réunion, qui représente... Il y en a 9, je crois. Ici. Tout à fait. Donc répartis sur tout le territoire, c'est donc presque 1000 emplois dans les établissements de services et d'aide par le travail qui sont déployés. Alors la particularité d'un tel établissement,
c'est de permettre à des personnes porteuses de handicap momentanément éloignées de l'emploi de pouvoir recevoir une formation, de pouvoir se voir confier un emploi dit protégé et dans cet emploi dit protégé de recevoir une formation pour après retrouver le chemin de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Et donc avec Madame Vigneault et Madame Foucault, nous nous employons effectivement à faire en sorte que cette sortie vers les entreprises soit effective de plus en plus. Oui, on peut considérer en fait c'est un temps de passage, un tremplin vers le monde professionnel. C'est tout à fait un temps de passage. On doit considérer que c'est effectivement un temps de passage dont la durée n'est pas prévue, n'est pas inscrite. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Combien de temps on passe finalement dans un ESAT ? On peut passer une grande partie de sa vie dans un ESAT si on est véritablement très éloigné de l'emploi, ou sinon on peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans et repartir ainsi vers l'entreprise. Vous avez recours à ces structures également, Didier Tarby, pour orienter les personnes avec qui vous travaillez éventuellement ? Oui, ben là, disons qu'à la mairie de Saint-Benoît, nous, on met en place en ce moment même, on intègre 2 travailleurs d'ESAT dans le collectif des travailleurs mairie. Donc, c'est par le biais du contrat précapaire. C'est un sigle, donc on essaye de décoder. Je vais laisser Madame Foucault décoder. Voilà, c'est en fait la Réunion est un lieu d'expérimentation en la matière. C'est la première fois que ça se fait sur l'ensemble du territoire national. Et donc, Christian Tessier le disait extrêmement concrètement, nous allons permettre le passage de ces personnes vers ce qu'on appelle le milieu ordinaire de travail, l'entreprise. Une entreprise qui peut être une commune, comme la commune de Saint-Benoît. Dès cette année, 34 personnes vont être concernées par ces contrats. Et nous allons, dans le cadre de ce qu'on appelle le précapaire, cette expérimentation, nous allons leur permettre de le faire dans les meilleures conditions qui soient, avec tout l'accompagnement nécessaire. Et nous mettons des moyens aussi bien chez les employeurs que dans le centre de formation d'apprentis. Pour donner toutes les chances de décrocher le diplôme. Quand on parle d'accompagnement, concrètement, c'est quoi un accompagnement ? Eh bien, c'est une personne qui va accompagner la personne dans sa relation à l'employeur, au formateur en CFA, avec son tuteur, avec sa famille, et qui va lui faciliter la vie, en quelque sorte, au quotidien, qui va lever... Au quotidien, ça veut dire que la personne sera là tous les jours ? Non, c'est une personne qui va prendre en charge plusieurs personnes, c'est un référent. L'idée, c'est créer le lien nécessaire pour enlever toutes les difficultés liées au handicap et permettre que la personne se positionne dans chaque temps de sa vie, quand elle se forme, quand elle est au boulot, que la personne se positionne juste en tant que professionnelle ou en tant qu'élève en apprentissage. Je voudrais qu'on parle aussi de la loi Macron parce qu'on parlait de l'obligation d'employer 6%, d'avoir 6% de salariés personnes handicapées. La loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, elle a ouvert discrètement de nouvelles possibilités pour les entreprises de s'acquitter de leur obligation. Est-ce qu'on peut parler de ces nouvelles pistes qui s'ouvrent pour les employeurs ? Oui, alors... Moi, je pense qu'on doit explorer l'ensemble des pistes, et en particulier celle qui permet l'emploi durable. C'est ce qu'il faut viser pour le public handicapé. L'emploi durable, c'est des contrats très longs ou des contrats à durée indéterminée. C'est pas précisément ce que propose la loi Macron, oui. Puisqu'on parle plutôt d'accueillir les personnes handicapées sous forme de stage, par exemple. Oui, alors cette disposition, elle va permettre de travailler sur la représentation négative. Ce qu'on sait, c'est que dès qu'un employeur se trouve avec une personne handicapée sur une situation de travail, dès qu'une personne handicapée est en situation de travailler dans une entreprise, il y a quelque chose qui se passe et la représentation négative, elle tombe parce qu'on a une relation qui est normale de quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui a besoin d'un travailleur. Voilà. Donc ces mesures-là, elles permettent de travailler la représentation, mais ce que l'AGEFIP vise à travers l'ensemble de ces dispositifs, c'est bien l'emploi durable. Et à ce titre-là, moi, je voudrais simplement dire que nous ne travaillons pas seuls, c'est-à-dire que l'ensemble des activités que nous menons
mobilise un ensemble de partenaires. Nous avons des structures, des spécialistes du handicap, des spécialistes de la relation du travail avec le handicap, des spécialistes du maintien dans l'emploi qui appuient les politiques en lien avec l'emploi, le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. À La Réunion, lorsque nous avons fait donc le séminaire dont vous avez parlé, la réunion technique dont vous avez parlé en début de séquence, lorsque nous avons fait séminaire, nous avons réuni une centaine de personnes. Donc il faut bien voir que sur ce territoire, au moins une centaine de personnes œuvrent à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées, et ce qui produit aujourd'hui un ensemble des résultats. Si on regarde en cumulé, on a plus de 1500 contrats qui ont été signés les 3 dernières années pour le public handicapé, contrats de plus de 3 mois. Pour le maintien dans l'emploi, on a, si on envisage que l'année prochaine puisse être sur le même registre, on va avoir proposé à plus de 800 personnes d'être maintenues dans leur poste de travail. Donc c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand on regarde ça à l'échelle d'une année, on se dit bon voilà. Mais quand on regarde un petit peu les effets sur plusieurs années, on voit bien que ici, le territoire est en capacité d'accueillir et de maintenir les personnes handicapées dans l'emploi. On avance assez vite maintenant. Enfin, on progresse bien aujourd'hui. Alors, je parlais de ces possibilités de stage qui seraient intégrées aux chiffres pris en compte pour que les entreprises... C'était déjà le cas. C'était déjà le cas, ça ne change rien. Il y a aussi les stages d'observation accomplis par des collégiens et des lycéens handicapés qui pourront également être comptabilisés à hauteur de 2% au maximum. Est-ce que c'est une bonne chose? Là-dessus, et on le voit aussi chez les employeurs publics, c'est pas facile pour un jeune de trouver un stage. Un jeune, quel qu'il soit. Quand en plus il est en situation de handicap, c'est un challenge supplémentaire. Des organisations comme les autres, au-delà de ces questions purement réglementaires, proposent des appuis financiers pour faire en sorte que les employeurs topent là et disent « Ok, on va tenter cela ». Et comme l'a dit Catherine Vigneault, systématiquement, tous les employeurs vous le diront, dès lors qu'on a tenté, on est satisfait et on change les choses, on change la position vis-à-vis du handicap et on peut parfois même changer l'ambiance au sein d'une équipe. Rien qu'en ayant imaginé qu'un apprenti en situation de handicap, qu'un stagiaire en situation de handicap, voire même qu'un collaborateur de plus long terme en situation de handicap intègre l'équipe. Un mot, Christian Tessier, sur ce recours à l'apprentissage, c'est un bon filon ? L'apprentissage est relativement nouveau. C'est-à-dire que c'est une mesure que nous... Pour les personnes handicapées. Pour les personnes handicapées... Les ESAT. Pour les ESAT. Voilà. Donc pour les personnes handicapées, le recours à la période d'apprentissage est une mesure récemment utilisée. Donc il y a les ESAT, établissements de services et d'aide par le travail, et peut-être juste avant, il y a les instituts médicaux professionnels qui donc ont une difficulté pour voir sortir leurs adolescents ou leurs jeunes adultes porteurs de handicap. Et l'apprentissage est une vraie chance. L'apprentissage, c'est le moyen de faire ce que Catherine Vigneault disait tout à l'heure, c'est-à-dire de plaire à l'entreprise, de faire son trou dans l'entreprise, de séduire le tuteur, de faire son trou en fait. Donc ça dure 2 ans, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 4 ans. Donc c'est un vrai temps long pour effectivement faire sa place dans l'entreprise. Et ça présente le double avantage de permettre la qualification. Tout à l'heure, on évoquait effectivement la durée de chômage pour une personne handicapée qui était amplifiée. Et on évoquait également le manque de qualification des personnes handicapées. Et effectivement, cette qualification, le CAP ou le BEP, c'est une vraie chance et qui permet effectivement d'accrocher une étoile importante au CV. Et les personnes qui passent par un établissement comme le vôtre, visiblement, ils ne restent pas forcément tout le temps dans l'établissement. Didier Terbiel disait, ils peuvent être employés à l'extérieur également. Lorsque, et là c'est le cas pour ce qui concerne le précapaire, il s'agit de contrats d'apprentissage, effectivement, ils sortent de l'établissement. Ils deviennent salariés de l'entreprise dans laquelle ils sont donc en contrat d'apprentissage et donc ils n'ont plus de lien, ils ne sont plus membres candidats de l'établissement, ils sont plus dans l'établissement, ils sont dehors.
La petite préoccupation, c'est de leur permettre le droit au retour si quelque chose se passait mal ou se passait pas. Et donc, par conséquent, nous veillons effectivement dans le cadre de ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure, ces nouveaux métiers que tous les quatre nous avons créés, c'est-à-dire les référents de parcours ou les référents de centres de formation. Grâce à ces accompagnateurs, ça permet de gérer effectivement ce parcours et de le sécuriser. L'emploi des personnes handicapées, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et on va poursuivre avec nos invités. Didier Tarby, le président de l'association départementale handicap moteur de la Réunion. Quels sont globalement les aménagements principalement qui doivent être faits pour permettre à une personne handicapée de poursuivre son activité, d'être maintenue dans son travail? Après, tout dépend de la pathologie de la personne, je dirais. Mais on a souvent, après, c'est l'aménagement du poste de travail. Et l'aménagement du poste de travail et ainsi que l'accès au poste de travail, du parking de la structure jusqu'au poste de travail. Il y a tout un travail à faire pour mettre en place l'accessibilité. Ça suppose des investissements, évidemment. Il y a des budgets prévus pour ça? Il y a des budgets prévus pour ça, mais on a, nous, surtout en tant que collectivité, l'aide de la GFIP, du FIPH, pardon. Et voilà, une aide financière qu'on peut avoir avec le FIPH pour la réalisation de ces travaux. D'accord. Et les employeurs, globalement, ils jouent le jeu? Après, je vais prêcher plus pour ma paroisse, là où je suis. On va dire que dans la collectivité de Saint-Benoît, depuis quelques années, ils sont demandeurs de ça et ils veulent s'investir là-dedans et jouer le jeu. D'accord. Sur cette question de l'implication des employeurs, qu'est-ce que l'on peut dire ici à La Réunion lorsqu'une personne a un accident, qu'elle devient handicapée? Est-ce que tout est fait pour qu'on conserve cette personne? Moi, je voudrais qu'on précise les choses, c'est-à-dire que l'aménagement des situations de travail ne concerne pas que les personnes qui ont un problème moteur. Ah, bien sûr, oui, ça concerne aussi. Il ne faut pas exclure, c'est-à-dire que quand on est dans le cadre du handicap, il faut envisager l'ensemble des situations et pas simplement... Alors, on met en avant beaucoup les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en fauteuil roulant. Ça n'est pas la majorité des personnes, mais ça ne minimise pas la difficulté que ces personnes peuvent avoir. Alors, ici, à La Réunion, ce qu'on va constater, c'est que le budget de la GFIP sur l'aménagement des situations de travail, il a triplé en 2 ans. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'employeurs qui sollicitent la GFIP pour bénéficier de financement pour aménager le poste de travail. L'année dernière, l'investissement a représenté 280 000 €. Je pense que cette année, on sera pas loin parce qu'on est dans le même registre. On a un service qui s'appelle le SAMET, service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui appuie l'employeur pour déterminer quel est l'aménagement dont l'employeur a besoin, dont la personne a besoin. Et on a surtout là gagné quelque chose, c'est-à-dire la contribution des médecins de santé au travail qui sont très très actifs et sur lesquels il faut vraiment se reposer pour avoir toutes les informations utiles à l'adaptation des postes de travail. Donc on a aujourd'hui créé la confiance entre le service spécifique, le SAMET, les médecins du travail et les employeurs ou les personnes qui sont concernées. L'adaptation, de votre côté, Anne Foucault, il y a de l'implication réelle de chaque partenaire ? Oui, et le sujet, il est le même que dans le privé. Comme le disait Catherine, la question du handicap, elle est à regarder de façon extrêmement diverse. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans les situations que nous avons à regarder dans le monde public, il y a par exemple, dans les centres hospitaliers, celui des aides-soignantes. Les aides-soignantes qui portent des malades pendant toute une carrière, pendant 15-20 ans, qui sont des gens qui adorent leur métier et puis qui un jour ont le dos cassé, entre guillemets. C'est pas une question de fauteuil, ça va être une question d'abord peut-être d'aménager un poste, par exemple d'imaginer des solutions de portage qui allègent la donne, mais c'est pas toujours possible. Et donc dans ce cas-là, il faut sans doute parfois imaginer une reconversion avec une question de statut de ce fonctionnaire à étudier. Tout cela, aujourd'hui, la plupart des centres hospitaliers, tous les centres hospitaliers de l'île se sont dotés de commissions pour traiter le sujet de ce maintien dans l'emploi. C'est-à-dire de façon pluridisciplinaire, comme le disait Catherine Vigneault à l'instant, que différents professionnels réfléchissent aux solutions à apporter. Et bien évidemment, systématiquement en écoutant d'abord la personne et ses besoins. Ensuite, pour apporter les solutions, il faut parfois
assez souvent, mais pas toujours, des financements. Nous les apportons, ces financements. Pour faire le parallèle avec ce que Catherine disait, notre action, elle est plus récente. Le FIPHFP est une organisation plus jeune que la GFIP. Depuis un peu plus d'un an, à La Réunion, les financements ont doublé. On va dépasser le 1 million d'euros apportés à des employeurs publics pour financer des aménagements de poste, une auxiliaire de vie, un transport domicile-travail, la mise en accessibilité d'un site pour ses employés. Donc, on apporte des financements, on apporte aussi tous ces experts. Catherine Vigneault citait le SAMED qui intervient sur le maintien dans l'emploi, il y a le Cap Emploi qui intervient sur la recherche d'emploi, il y a également des experts liés à chaque type de handicap que nous finançons en amont et dont nous apportons les services aux employeurs. Donc les dispositifs existent, les employeurs les connaissent de mieux en mieux parce que nous faisons des journées comme celle de la semaine dernière pour les informer, pour les mobiliser, pour leur dire plus. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a peu d'employeurs qui ne savent pas ce qui est possible d'apporter comme réponse à une personne qui viendrait les voir et qui serait confrontée à une question de handicap. Alors l'information, elle est bonne visiblement. Par contre, le manque elle est perfectible certainement, mais elle progresse. Le manque de structure, alors ça, il y a plusieurs personnes qui nous le disent aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, on a Anne-Marie qui nous dit pas assez de structure, hélas. Sommes-nous assez tolérants envers eux? Non, pourtant il le faudrait. Sur la question des structures, vous qui en dirigez une, Christian Tessier, qu'est-ce que l'on peut dire? Quels sont les besoins à La Réunion dans ce domaine? Alors effectivement, donc il y a un décalage entre ce que nous appelons les listes d'attente en structure et les places réellement installées. Combien de personnes sur liste d'attente justement? J'ai pas les chiffres. Ce que je sais que pour ma région, il y a la région ouest, il y a 250 personnes d'inscrites sur mon établissement. Pour les autres régions, je ne le sais pas. Je ferai une erreur en communiquant un chiffre. Donc 250 personnes qui attendent une place. Voilà. Et vous en avez combien de personnes On a 180 places d'ESAT sur l'ouest. Plus de personnes demandeuses que de places. Tout à fait. Alors, donc, l'Agence régionale de santé a bien compris effectivement cette préoccupation puisqu'elle a largement contribué à côté de la GFIP, du FIP, à encourager ce dispositif précapaire et donc elle a effectivement consenti des moyens pour permettre la sortie de l'ESAT. Cette sortie, c'est un vrai intérêt pour la personne handicapée de sortir, de rejoindre effectivement ses pairs, de rejoindre le milieu ordinaire, mais c'est aussi en bénéfice secondaire des places libérées qui pourront effectivement bénéficier à d'autres personnes handicapées qui de nouveau pourront se former pour de nouveau intégrer un dispositif d'apprentissage. Le manque de structure, vous le ressentez aussi de votre côté, Didier Tarby, pardon? Oui, je le ressens parce que je siège aussi à la MDPH, la commission qui attribue ces places justement. Et voilà, on voit qu'il y a beaucoup de demandes, on a beaucoup de notifications, mais beaucoup vont sur la liste d'attente. Donc il y a quand même un manque de place, on va dire, de structures à La Réunion. Et alors qu'est-ce qu'elles deviennent finalement, ces personnes qui sont sur liste d'attente? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Des fois, on les réoriente vers d'autres structures, on va dire, qui sont pas l'idéal pour eux. Donc voilà, ils sont mal orientés. Voilà, après c'est toute une complication pour leur vie professionnelle surtout. Ça veut dire accepter un travail pour lequel on n'était pas préparé au départ. Est-ce qu'il y a de la formation? Non, c'est juste, on va dire, c'est juste de l'occupation. On va appeler ça comme ça parce que tant qu'on n'est pas en ESAT, on est dans d'autres structures. C'est pas de la formation, c'est plus de l'occupation. C'est plus pour pallier, pour aider la famille, on va dire, à s'occuper de la personne. Mais après, l'ESAT, c'est vraiment un lieu de formation qui débouche vraiment sur un avenir professionnel. Oui, on voit bien qu'il y a des besoins. Anne Vigneault? Alors, c'est Catherine, mais Catherine, pardon. Anne, si vous voulez. Anne Foucault. Alors, j'inverse les prénoms, désolé. Il faut bien voir que les personnes qui sont orientées vers ces établissements spécialisés, ce sont les personnes qui sont considérées comme étant les moins autonomes, qui doivent être accompagnées dans leur vie privée et professionnelle. Les personnes qui sont sur le marché de l'emploi, inscrites à Pôle emploi, ne sont pas dans cette situation-là. Donc il existe bien, on va dire, je vais caricaturer, il y a bien deux filières. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça se rejoigne à un moment donné, que chacun ait sa chance. Voilà, c'est ça ce qu'on essaie de faire ici. C'est une petite échelle, on commence par moins de 40 possibilités.
Ce qui serait bien, c'est qu'on développe. C'est d'ailleurs une orientation qui est prise aujourd'hui par le gouvernement. Ségolène Neuville en parle beaucoup. Voilà. Donc, on essaie d'offrir la possibilité à ces personnes les moins autonomes d'avoir une chance de s'insérer dans le milieu ordinaire. On essaie d'ouvrir. Mais tout ça, les établissements répondent à une partie des besoins pour les personnes les moins autonomes, mais les employeurs, privés, publics, répondent en termes d'accès à l'emploi aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui souhaitent travailler. La difficulté majeure sur le territoire ici, c'est plutôt celle de la formation et celle de la qualification. L'accès à la formation pour les personnes handicapées, c'est une difficulté aujourd'hui sur le territoire. Je précise juste que Ségolène Neuville, c'est donc la ministre chargée du handicap, la déléguée au handicap. Sur une autre question au 06 92 608 335, quel est le montant de l'aide FIP? C'est Jeannot qui nous pose cette question. Est-ce qu'il y a un montant? Alors, les aides du FIPHFP sont très diverses. On a ce qu'on pourrait appeler un catalogue des aides qui peuvent permettre la prise en charge. J'évoquais tout à l'heure une infirmière, mais ça peut être pour un agent d'une commune, d'une collectivité locale qui serait cantonnier et qui pourrait plus faire ce métier sans que sa machine soit portée. On va financer une partie de la machine, tout ce qui concerne le portage qui lui allège la tâche. On peut financer des formations, on peut financer, je le disais tout à l'heure, des auxiliaires de vie, des personnes qui vont intervenir dans le temps de travail pour tout ce que la personne ne sera pas en capacité de faire. Clairement, la priorité, elle est au maintien de la personne sur son poste actuel. Alors, pas forcément. Il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, étudier toutes les pistes. Bien évidemment, une personne qui aura envie de continuer à exercer son métier et qui en sera capable, on va tout faire pour lui donner les moyens de rester dans cet emploi. Si le médecin qu'on appelle de prévention dans la fonction publique, le médecin du travail, considère qu'il n'est pas possible que cette personne, compte tenu de son état de santé, continue d'exercer les mêmes tâches, il va falloir réfléchir à des solutions. Et ce sont ces solutions que nous finançons. Donc je ne pourrais pas vous donner un chiffre d'aide, parce que les aides, elles sont diverses, qu'il y a des plans fonds, qu'il y a divers financeurs qui interviennent. Nous intervenons conjointement, par exemple, avec la Caisse générale de sécurité sociale. Donc voilà, il y a des aides financières qui existent, qui permettent de couvrir la quasi-intégralité des besoins pour maintenir dans l'emploi ou pour recruter une personne, pour que quand on a un CV intéressant avec une personne qui remplit toutes les conditions attendues par l'employeur, on ne se dise pas je le recrute très bien, mais il est en situation de handicap et il ne va pas pouvoir rentrer dans nos locaux ou il ne va pas pouvoir bouger correctement dans nos locaux. Il ne va pas pouvoir participer à une réunion parce qu'il est malentendant. Il ne va pas pouvoir regarder un écran parce qu'il est malvoyant. Et donc, on va apporter toutes ces solutions pour que l'employeur ne se pose plus la question du handicap, mais le recrute pour sa compétence, pour ses talents, pour sa détermination à travailler. Et les capacités psychologiques, on le comprend à travers ce que vous dites, elles sont importantes évidemment. Une personne qui va se battre contre son handicap et pour intégrer un travail, elle aura plus de chances, Christian Tessier, d'avoir du travail qu'une personne qui est accablée par son handicap. Comment surmonter ça justement ? Les expériences qu'on a fait, donc je voulais souligner par rapport à une question qui a été posée un peu en amont de cette émission, que les employeurs publics s'étaient véritablement fortement engagés sur l'Ouest, par exemple toutes les communes de Saint-Paul, du Port, de la Possession, de Saint-Leu se sont engagés dans le dispositif. Et ce qui marque le plus les tuteurs, c'est la détermination des personnes porteuses de handicap à effectivement satisfaire à la demande de l'employeur. Elles sont fortement motivées. Elles sont de ce fait souvent plus performantes, plus pugnaces, plus présentes que une autre personne qui serait pas porteuse de handicap. La caractéristique, c'est effectivement la volonté de conquérir cet emploi. Une question sur l'allocation adulte handicapé. Est-ce que, comme certains le disent, ça peut être considéré comme un frein à l'insertion, Didier Tarby ? Après, tout dépend des situations des personnes. Si une personne handicapée vit chez ses parents et qu'il ait un contrat indéterminé ou déterminé, surtout déterminé, il va y avoir
il va lui être retiré un peu sur son AH. Tout dépend de son salaire qu'il va toucher. Mais après, si une personne vit dans son propre logement et qu'il va travailler, il peut cumuler son AH et son travail tant que c'est soit en contrat de qualification, soit en CDD. Oui, il y a une limite. L'allocation, elle se chiffre à entre 400 et 800 euros en gros, c'est ça ? Voilà. Après, tout dépend des charges que la personne a à payer et tout ça. Il y a un calcul qui est fait par la CAF. Et soit une partie est retirée, mais il y a toujours un équilibre qui est fait dans ce stade-là quand on va travailler. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers, là, Catherine Vigneault, par rapport à cette allocation handicap ? L'allocation adulte handicapé, quand elle a été mise en œuvre, ça remonte, là, du coup, on va tous vieillir beaucoup. Elle a été mise en place pour pouvoir aider les personnes qui n'avaient pas accès au marché de l'emploi. C'est un revenu de substitution. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une allocation différentielle qui s'ajuste en fonction des ressources dont a besoin la personne, en fait. On considère que à partir du moment où elle est salariée, elle a moins besoin d'un revenu de substitution. C'est le projet de la personne là dont il est question, finalement. C'est-à-dire que les personnes, quand vous les écoutez, elles ont besoin de travailler et c'est bien normal parce qu'elles recherchent un statut social. Donc c'est de ça dont il est question. Et alors, je ne sais pas trop si on fait pas un mauvais procès quand on dit que finalement elles ne sont pas en emploi parce qu'elles bénéficient par ailleurs d'une allocation. Les raisons de la durée du chômage des personnes handicapées sont à rechercher vraisemblablement ailleurs. Parce qu'en plus, elles ne sont pas toutes allocataires de l'allocation adulte handicapé. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Et je pense que si on leur posait la question, la plupart d'entre elles préféreraient être salariées plutôt que bénéficier d'une allocation. Et il y a une piste qui est évoquée... je suis pas porte-parole, mais depuis 25 ans, on observe un peu les personnes handicapées. Donc, le travail et le statut de salarié, c'est quelque chose qui est très recherché. Sans oublier ceux qui créent une activité. Si on a l'occasion, si on a le temps d'en parler, moi, je voudrais bien faire un tout petit... petite information. Allez-y rapidement, oui, alors on arrive au terme de l'émission. Oui, il faut voir également qu'à La Réunion, depuis quelques années, là, si on regarde en cumulé, il y a plus de 100 entreprises qui ont été créées par des personnes handicapées. Alors avant de venir, j'ai regardé un peu ce qui y avait, les dernières créations d'activités que nous avons aidées. Alors, la création d'une entreprise d'aérogramme au Tampon, la création d'une entreprise... D'aérogramme, c'est-à-dire Eh ben, justement. Moi, je pense que si la réponse doit être dans les réseaux sociaux et il faut demander à la personne qui a créé son entreprise d'aérogramme au Tampon de nous dire ce qu'elle fait exactement. Une entreprise de réparation de véhicules et de nettoyage de véhicules, l'installation de machines frigorifiques, la création d'une auto-école, de la restauration rapide. Il ne faut pas oublier ces personnes handicapées qui créent leur propre activité, qui ont un taux de pérennité supérieur à ce qu'on observe au plan pour le tout public. Il ne faut pas les oublier non plus. Je voudrais qu'on revienne. Alors, les aérogrammes, on cherche, on vous dira tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, de réserver une part des contrats aidés aux personnes handicapées, ce qui n'est pas le cas actuellement? Si vous voulez, dès lors qu'on fixe un taux d'emploi légal, dès lors que l'on dit il faudra que tous les employeurs employant plus de 20 personnes aient 6% de personnes en situation de handicap, pourquoi ne pas considérer que il y ait 6% de contrats aidés qui soient recrutés par le biais de cette question du handicap? Ça semblerait tout à fait logique. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui disent pour l'instant, les maires préfèrent embaucher des valides par rapport à cette question d'emploi? Je dis que c'est en train de changer, en tout cas dans les collectivités locales. Alors que les handicapés ont une allocation, donc c'est un peu ce qui se pratique. Je confirme que tous les maires qu'on a rencontrés sur la région qui me préoccupe sont très impliqués sur le recrutement de personnes handicapées. Et leur implication en particulier sur ces contrats d'apprentissage dont on a parlé, elle montre bien qu'ils ont compris la dynamique que pouvaient apporter ces personnes à un collectif de travail, la dynamique, l'ambition, le sourire, la détermination à décrocher et la formation et le diplôme et en plus l'emploi demain.
Eh bien, on va terminer en expliquant ce que c'est qu'un aérogramme. C'est cette feuille que vous pouvez replier et qui constitue en même temps une enveloppe et que vous pouvez expédier. Alors, ça doit être ça, hein, ce domaine que vous avez évoqué. Merci à tous les quatre d'être venus parler de la situation des personnes handicapées puis du maintien dans les entreprises ou dans les services publics de ces personnes. Didier Tarby pour l'association départementale handicap moteur de la Réunion, Catherine Vigneault et Anne Foucault pour le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, fonction publique et privée, et Christian Tessier, directeur de l'établissement et services d'aide par le travail Edmond Albius à Saint-Paul. Merci à tous les quatre. C'est dans l'actu, revient demain. Très bon après-midi.